Les blessures, autant au travail que dans le sport, ça nous concerne tous. Aujourd'hui à Pro Santé, on en discute avec Maître Gordon Millen et Sylvain Guimond, docteur en psychologie et spécialiste en biomécanique. Mon nom est David Parenteau. Bienvenue sur Millen TV. On a un autre beau sujet aujourd'hui. On parle de blessures. On va faire un beau parallèle avec le sport, mais aussi le travail, parce que c'est vraiment une réalité, messieurs. Je pense que la vie, c'est du sport. Oui, c'est du sport. Puis le monde du travail, il y a beaucoup de parallèles à faire avec le monde du sport. Absolument. Parce que eux gagnent leur vie à jouer, on dirait, mais ici, on est en train de travailler. Mais c'est un travail. C'est un travail. Avant tout. Puis le travail, c'est un peu la même chose. On a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre le monde du sport et le monde du travail. Parce qu'on parle de blessures physiques, évidemment, mais ça l'occasionne aussi un problème psychologique par rapport à ça, une blessure psychologique. Moi, je pense que dans mon domaine, dans le domaine du sport, toute blessure, quand elle est physique, elle est aussi psychologique, parce que l'athlète a peur de ne pas être capable de revenir au même niveau. Puis il y a beaucoup de gens qui attendent derrière pour prendre sa place. Fait qu'aussitôt qu'un athlète est blessé, sa question c'est: est-ce que je vais être capable de revenir au jeu? Est-ce que je vais être capable de revenir au même niveau qu'avant? Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place? Parce que c'est un rêve d'enfance qu'ils ont. Et lorsqu'ils ont leur place dans un sport professionnel, mais ils ne veulent surtout pas perdre cette place-là. Fait que la blessure, c'est ce qu'ils craignent le plus, en fait. Moi, j'ajouterais que dans le milieu du travail, c'est la même chose. Quand tu as une blessure physique, je suis entièrement d'accord avec Sylvain, tu as également une problématique psychologique. Est-ce qu'elle va être temporaire? Est-ce qu'elle va être permanente? Ça, c'est autre chose. Mais il y a une chose qui est sûre, une blessure physique amène une problématique psychique. À chaque fois, parce qu'on a des craintes. Hein? Est-ce que je vais être encore la même personne? Puis souvent, à la maison, on a souvent des blessures au travail. Les gens qui en payent le prix, c'est pas nécessairement l'employeur seulement. Mais beaucoup la famille indirectement. Ouais. La famille, c'est ce qu'on appelle communément des dommages collatéraux. Souvent, les membres de la famille vont devenir indirectement victimes des circonstances. Et c'est pas facile. C'est toute une remise en question de l'individu par rapport à son milieu social aussi. Je pense que c'est la raison pourquoi il faut que les gens, dans leur travail, soient prudents. Puis soient vigilants pour ne pas se blesser, parce qu'en bout de ligne, on peut vous remplacer comme travailleur, mais je ne peux pas te remplacer comme père. Je ne peux pas te remplacer comme mère, comme frère, comme enfant. C'est impossible. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être extrêmement vigilant, être prudent, pour justement aller, pas gagner notre vie, mériter notre vie. Qu'on mérite notre vie pour revenir à la maison puis profiter pleinement de notre vie, en fait. C'est ça le but. Vous apportez un bon point, autant au milieu de travail que dans le sport. On voit des reportages qui sortent depuis quelques années par rapport... Là, on parle, exemple, des commotions. Les commotions ont un gros fléau au niveau du sport, mais aussi, si on pense à des anciens joueurs de hockey qui ont eu des carrières assez dures, on parle des bagarreurs, mais aussi des joueurs, exemple, Sidney Crosby qui a eu des commotions. Ces gens-là, on a vu des reportages, ils reviennent à la maison... Ça semble compliqué, les problèmes de vision, de clarté. Justement, tu parlais de la relation avec la famille. C'est plus la même. Les gens, des fois, c'est pas évident. Les commotions cérébrales n'étaient pas connues il y a très longtemps. Donc, on pensait qu'un athlète qui avait été blessé et qui était sonné, il retourne au banc, on lui donnait même, on le faisait sentir de l'ammoniaque, puis on le retournait sur la patinoire en se disant « mais il va être correct, il est fait dur ». Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça parce qu'on le sait. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est tous les dommages que ça fait au cerveau. Et le dommage d'une commotion cérébrale, le cerveau, il est libre à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, lorsqu'il frappe l'avant ou l'arrière, c'est un 2 pour 1. Il va sûrement avoir un contre-coup, puis il y a des dommages qui sont faits. Et on sait que les deuxième et troisième et quatrième commotions sont encore plus faciles à avoir parce que justement, le cerveau va bouger encore plus facilement. Fait que maintenant qu'on sait ces choses-là, on doit prendre des mesures pour pas que ça arrive, pour que justement nos athlètes qui nous ont permis d'avoir autant de plaisir à les regarder aient une belle vieillesse éventuellement, puis qui ne meurent pas de façon prématurée avec des problèmes cognitifs ou de la démence. Donc on doit changer certains règlements, être de plus en plus sévères. C'est pour ça qu'on a mis au football, sur le corps arrière, maintenant, il y a des règlements qui sont beaucoup plus appliqués. Et au hockey, c'est la même chose pour tout ce qui est les coups à la tête. Mais pour avoir une commotion cérébrale, on n'a pas nécessairement besoin d'un coup seulement à la tête. Seulement un coup de fouet, ça fait en sorte qu'on peut avoir une commotion.
Mais maintenant qu'on sait ces choses-là, on ne peut plus passer à côté en faisant semblant qu'ils n'existent pas. Là. Moi, j'ai peut-être une petite question pour toi, Sylvain. C'est quelque chose une précision. Habituellement, tu as parlé de 1, 2 ou 3 ou 4 commotions cérébrales. On dit que c'est un traumatisme crânien léger, mettons. Là. Normalement, tu ne peux pas récidiver de ça. Ils sont cumulatifs. OK. Donc, lorsque j'ai une première commotion cérébrale, je peux revenir assez bien. Redevenir quasiment à 100 Presque, oui. Puis il y en a 100 mais souvent, la deuxième va être cumulative de la première. Donc, les symptômes et les causes de la commotion n'ont pas besoin d'être aussi sévères pour avoir des conséquences encore plus sévères. Okay. Donc, c'est vraiment important. Pendant les Jeux olympiques de 2012 puis 2010, en 2010, j'ai fait des capsules sur les commotions cérébrales où on voyait très bien là, ce qui se passait au niveau du cerveau. Mais on voyait aussi toutes les conséquences d'une deuxième, d'une troisième, puis malheureusement des fois jusqu'à 4, parce le cerveau devient fragilisé. Donc, c'est vraiment important de prendre en considération, et surtout chez nos plus jeunes, qu'il n'y ait pas de commotion comme ça, pour pas que ça va hypothéquer leur vie pour beaucoup de choses par la suite. Présente et future. Exactement. Mais la question qui me vient à l'esprit, mettons que si on y va avec 1, 2 ou 3 ou 4 commotions cérébrales, la première, elle peut être de gravité 1, la deuxième pourra tomber gravité 2. Est-ce qu'il n'y a pas une aggravation de la classe? Il y a une aggravation, oui, puis il faut faire attention à ça parce qu'on les a classés, tu sais, 1, 2, 3, 4, selon les symptômes. Et là, les gens se sont dit, OK, mais s'il n'y a pas eu de perte de connaissance, s'il n'y a pas eu... si la personne était consciente, bon, ben, probablement que c'est une classe 1, tout ça. Mais on ne peut pas le justifier juste comme ça. Okay. Parce qu'il y a des commotions qui sont plus graves, puis qu'on n'a pas eu des symptômes aussi graves. Puis il y a des commotions où il y a eu beaucoup de symptômes plus graves, puis que les conséquences ont été moins... Plus sévères. Plus sévères. Donc, on ne peut pas juger de ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste des commotions, mais... ma femme, Dr. Joanne Lévesque, qui est neuropsychologue, elle, c'est ce qu'elle fait dans sa vie. Elle voit des commotions constamment. Puis avant, on avait des cotes. Et on faisait aussi un protocole de dire on va essayer d'éviter les commotions. Ou on a un protocole après que la commotion est arrivée. Mais l'idée, ce serait de les prévenir. Parce que maintenant qu'on sait les impacts des commotions cérébrales, je pense que ce serait important de faire en sorte qu'on protège nos jeunes qui font du sport. Ouais, faut pas que ça devienne un cauchemar. C'est un rêve qu'ils ont de faire du sport. Faut pas absolument. Le sport, c'est une gloire pour les jeunes. Ça les forme pour le futur dans plein de choses. La confiance en soi, de devenir du leadership, tout ça. Puis on le voit, les gens qui font du sport de haut niveau, ils sont souvent, par la suite de leur emploi, ils ont beaucoup de leadership et ils ont beaucoup de succès. Il ne faudrait pas que le sport devienne quelque chose qui est nuisible. J'ai peut-être une dernière précision. Tu as mentionné protection. Ce serait quoi, dans un avenir rapproché, une protection supplémentaire? On a souvent pensé qu'il fallait avoir des équipements pour protéger par rapport à la commotion cérébrale. Oui, ça aide, mais ça ne peut pas être la solution. Ce n'est pas juste les casques. Parce que pour que mon cerveau soit protégé, il faudrait que j'installe des coussinets, non pas dans le casque, mais entre le crâne et mon cerveau. Ça serait impossible, hein? Donc, la raison pourquoi c'est impossible, c'est parce que c'est le cerveau, quand le corps est en mouvement, ben, la tête et le cerveau sont en mouvement aussi. Un arrêt brusque fait en sorte qu'à l'intérieur de la boîte crânienne, le cerveau continue, lui, à bouger. Donc, il va frapper les parois. Donc, peu importe ce que je ferai pour essayer de protéger l'athlète, aussitôt qu'on est en mouvement, qu'il y a un arrêt, ben il va avoir une conséquence. Un effet d'inertie. Donc, il y a un effet qu'il va avoir une blessure. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de mettre des règles différentes. Puis si on parle de règles différentes, là, je vais vous dire, dans le monde du hockey, il y a des commotions parce que c'est un sport qui est très rapide. Les bons patineurs vont atteindre 40 km/h. Ils pèsent souvent presque 100 kg. Ils ont une masse qui est énorme. Donc, on sait que M est égal à MA. Donc, la force, excusez, F est égal à MA. La force, c'est la multiplication de la masse fois l'accélération. Mais quand je rentre en contact avec un autre corps qui est en mouvement puis qui a la même charge, bien, il faut que je multiplie ça en termes de Newton, la conséquence. Donc, c'est énorme. Donc, quand les joueurs se frappent au centre de la patinoire, les risques de blessure sont plus grands.
parce que sur le bord de la bande va absorber une partie du choc. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, la personne semble s'avoir fait frapper très sévèrement le long de la bande, puis il n'y a pas de blessure, si elle est appuyée sur la bande. Tandis que s'ils sont frappés au centre de la patinoire, les conséquences sont plus grandes. C'est à cause de cet impact. Parce qu'il n'y a aucune protection à ce moment. Il n'y a rien qui peut absorber le coup. Donc, c'est le joueur. Puis souvent, c'est deux forces qui se rencontrent. Donc, le but, les mises en échec doivent être faites dans le monde du hockey. Là. Ça, c'est un sport que je connais. Ça doit être pour récupérer la rondelle. Donc, si je ne suis pas en mesure de récupérer la rondelle, je pourrais être puni en conséquence. Donc, je ne peux pas frapper de dos à vous, à l'autre joueur, parce que si je suis dos, je ne peux pas récupérer la rondelle. Je ne peux pas frapper d'un blind spot, parce que je ne peux pas avoir accès à la rondelle. Donc, ça changerait beaucoup de mise en échec qui ferait en sorte que je mets une personne en échec dans le but de récupérer la rondelle. Parce que je ne peux pas mettre en échec un joueur qui n'a pas la rondelle. Ça, c'est le premier but. Le but de mise en échec, on a souvent dit, c'est pour distancer le joueur de la rondelle. Donc, on envoyait le joueur dans le 10e rangée. Puis on essaie de récupérer la rondelle. Là, ce serait de dire, le joueur qui met en échec un autre joueur, il faut qu'il soit, lui, en position d'être capable de récupérer la rondelle. Ça ne veut pas dire qu'il va être capable, mais il ne peut pas faire des choses qui feraient en sorte qu'avec une pleine accélération, frapper un joueur parce que lui, il ne sera pas capable de récupérer la rondelle. Il rend vulnérable l'autre joueur. L'autre vulnérable, puis lui, ben, il s'éloigne du jeu en même temps. Séparer le porteur du disque. C'est du disque. C'est ça qu'on a vu souvent, David, hein? Séparer le porteur du disque, on l'envoie dans le 10e rangée. Moi, je me souviens de Denis Gauthier avec nous autres à RBS, il m'avait dit, moi, je frappais un joueur, puis il frappait pour blesser. Oui. Et puis aujourd'hui, on ne veut plus ça. Puis il dit, même lui, il se sent coupable de l'avoir fait, malheureusement. Puis il y a plusieurs joueurs qui ont fait ça, puis qui, malheureusement, ont terminé des carrières de d'autres joueurs. Donc ça, faut que ça change. Puis il y a une seule façon, si on veut prévenir ça, il faut changer des règlements. Si on ne change pas de règlement, mais si tu sais qui sont... Savez-vous qui sont très... enfin, comment on dit? Rébarbatif. C'est ça. On est chanceux d'avoir un maître ici. Exactement. C'est les joueurs. C'est les joueurs qui sont contre le fait de changer les règlements. Moi, j'ai déjà dit à des joueurs, il faut qu'on change les règlements, c'est trop dangereux. La réponse que j'ai eue, c'est ceux qui arrivent dans la ligue, ils ont juste à se lever la tête et être capables de jouer. S'ils ne sont pas capables de jouer, il n'y a pas d'affaire ici. Entre eux, l'association des joueurs est souvent contre des règlements qui vont faire en sorte que les impacts soient moins grands. Donc, c'est très drôle que les gens pensent que les joueurs vont accepter d'emblée. C'est les premiers à ne pas vouloir que les règlements changent. Mais il va falloir qu'ils changent, sinon on risque de blesser. Tu sais, à l'époque, au football, on bottait, puis le retour de botter se faisait. Maintenant, ils disent, OK, on a botté, puis ils vont partir pour qu'il y ait moins d'impact, puis que ce soit moins dangereux. Donc, on a changé des règlements. Ça se fait dans la vie, ça. Oui. Mais il faut que tout le monde y mette du sien pour que les règlements changent, que ce soit plus prudent. Dans le monde du travail, c'est la même chose. On doit mettre en place des politiques, des règles. Des programmes de prévention, exactement. Il faut que les gens les suivent, puis il faut qu'ils sachent qu'en bout de ligne, c'est pour eux qu'on fait ça. Et on parle beaucoup de commotion, effectivement. C'est un fléau de société, on va se le dire, au niveau du sport. Au milieu de travail, et dans le fond, c'est une conséquence d'une blessure, mais il peut y avoir d'autres types de blessures. Blessures physiques, épaules, genoux, dos, problème de dos. Il y en a énormément, bien placé pour en parler, bien placé aussi pour en parler. Mais une fois qu'on est blessé, qu'est-ce qui se passe par la suite? On est l'employé, on est blessé, là, on a un bobo physique, là, on peut avoir un bobo psychologique qui va être relié à ça par la suite. Comment le processus dans tout ça? Première des choses, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je peux peut-être y aller, moi, au niveau d'un travailleur ou d'une travailleuse. C'est d'abord de rencontrer son médecin traitant, puis ou aller à l'urgence, dépendamment de la gravité de la blessure que la personne a subie. Et par après, ça enclenche un processus. Si c'est un accident de travail, la personne va faire une réclamation au niveau de la CNESST. Et fort probablement que son médecin, peut-être pas l'urgentologue, parce que c'est pas lui habituellement qui fait ça, mais dans sa première consultation auprès de son médecin traitant, le médecin traitant va la référer à un médecin peut-être plus spécialisé dans le domaine, soit un orthopédiste, soit un médecin qui est spécialisé en musculo-squelettique, là, dépendamment évidemment des diagnostics qui vont ressurgir. Puis là, va s'enclencher une période où qu'il va y avoir...
Et Sylvain, il le sait, il est spécialiste en biomécanique. C'est réadaptation, si on veut. C'est réadaptation, tout un processus qui va s'enclencher pour faire en sorte d'essayer de ramener l'individu au niveau où ce qui était avant. Ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir, mais c'est de le rapprocher le plus possible du 100 Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça dépend de la blessure. Exactement. C'est important aussi, parce qu'il y a un processus de réhabilitation, comme Sylvain mentionnait plus tôt, et aussi de réatteindre un niveau qui va nous ramener au même stade qu'on était avant la blessure. Le psychologique là-dedans, je pense que c'est là qu'il peut-être... Il y a un impact majeur. Exactement. Premièrement, il n'y a personne qui désire être blessé. Là. Je pense que tout le monde... C'est pas un souhait. C'est pas un souhait. Puis quand ça arrive, il y a des incertitudes, il y a de l'inquiétude beaucoup. Est-ce que je vais être capable de revenir au travail, puis est-ce que je vais avoir les mêmes capacités? L'athlète, lui, se pose la même question. Puis comme je disais tantôt, il y a quelqu'un qui attend pour prendre son poste. Mais dans le monde du sport, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, le commun des mortels, c'est que il y a une blessure. La blessure, souvent, elle était enregistrée. On l'a vu tout ce qui est arrivé parce qu'ils sont sous les feux de la rampe et tout le monde les voit. Il y a des gens là qui sont des spécialistes qui portent des soins immédiatement. Puis après ça, vous êtes dans le vestiaire, l'équipe a des médecins spécialisés, puis ils ont accès à une panoplie, puis il n'y a pas de liste d'attente. Là. Nous, je peux vous le garantir que s'il y a quelqu'un qui est blessé avec le club de hockey canadien, il ne sera pas mis sur la liste d'attente pour avoir une chirurgie ou pour voir de la physiothérapie. Je veux dire, à l'intérieur des équipes, ils ont des physios, ils ont des ostéopathes, ils ont des thérapeutes du sport, il y a tout. Il y a des massothérapeutes, ils ont de tout. Là, puis ils ont des gens en psychologie pour les aider aussi. Donc, eux ont une équipe multidisciplinaire autour de l'athlète pour les ramener. Et ce serait fantastique si on avait la même chose dans toutes nos entreprises, mais ce serait très coûteux. Ça serait très coûteux et inconcevable, mais je pense qu'aujourd'hui, avec des spécialistes, les gens sont quand même bien desservis. Puis, exact. Mais il faut le mentionner, il faut aller voir, il ne faut pas... je pense souvent, les gens pensent que c'est pas grave, ça va être correct. Mais là, malheureusement, ils se rendent compte qu'au bout de quelques mois, ils n'ont pas fait les démarches nécessaires pour se protéger. Puis là, ils se retrouvent avec une blessure qui date de plusieurs mois. Donc, c'est important ce que Gordon disait tantôt. Là, il y a une blessure, tout de suite, on consulte. On médecin traitant, on consulte à l'urgence, on consulte pour avoir un diagnostic d'établi rapidement, le plus rapidement possible, pour être capable d'agir immédiatement aussi. Puis si on a un bon diagnostic, souvent le traitement va suivre un bon diagnostic, ça va avoir des résultats qui sont beaucoup plus rapides. Mais si on a fait un mauvais diagnostic ou si on n'a pas eu de diagnostic au début puis qu'on traite par la suite, il y a eu des dommages qui se sont causés par le temps aussi. Et c'est rassurant aussi d'être suivi, d'être conseillé. Oui, c'est rassurant. Justement, ça aide le côté psychologique qu'on disait tantôt. Là. Si je vois immédiatement un professionnel qui me rassure puis qui me dit voici ce qu'on va faire, c'est un peu comme quelqu'un qui va voir un avocat. Quand on se sent avec un avocat et qu'on a besoin d'aide, on les aime, les avocats, parce qu'on se sent rassuré. Donc, quand j'ai une bonne communication avec mon avocat puis je sens que je peux lui faire confiance, la même chose avec un professionnel de la santé. Quand j'ai une bonne conversation avec lui et que je sens que je suis important pour lui puis qu'il va prendre soin de moi, ça me rassure, fait que ça enlève une grande partie de l'insécurité et de l'anxiété que les gens vivent suite à une blessure. Puis les gens, pour aller dans le même sens que Sylvain, les gens de première ligne ici au Québec, on est chanceux. Nos professionnels sont excellents. Puis souvent, la personne de première ligne va pouvoir peut-être détecter autre chose, va demander au médecin traitant ou au médecin spécialiste ou au médecin consultant des rapports supplémentaires d'examen qui vont faire en sorte que le diagnostic va peut-être changer, peut-être évoluer. Il va devenir plus précis avec le temps. Mais c'est important. Moi et Sylvain, on a la même approche. Consulter immédiatement. Pas dans un mois, puis dans 2 mois. Vous n'avez pas d'idée combien de troubles vous allez avoir pour une réclamation, pour n'importe quoi. C'est autant au niveau de la paperasse, les réclamations, qu'aussi pour la santé. Exact. Si j'interviens rapidement, il y a de fortes chances que ma blessure va être traitée immédiatement. Puis si je ne suis pas traité immédiatement, ma blessure peut mal traitée, elle va seulement se prolonger plus longtemps. Puis plus une blessure est longue, plus le mental en paye le prix. C'est ça, c'est un cercle vicieux. À partir du moment où on a fait le suivi, on se fait traiter, là, les gens veulent revenir au boulot ou dans leur alignement respectif dans le sport. Qu'est-ce qu'on doit éviter?
on doit éviter de revenir trop rapidement au travail. Parce que c'est une crainte, ça. On ne veut Oui. pas s'absenter longtemps. C'est une crainte, mais la santé, c'est la seule chose qui compte. Une récidive, là, c'est jamais fantastique. Et si on revient trop rapidement en n'ayant pas traité convenablement, physiquement et psychologiquement une blessure, autant dans le monde du sport que dans le monde du travail, bien, la deuxième fois, ça va être encore pire. Parce que là, mon cerveau commence à enregistrer, je vais-tu m'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Et le côté psychologique va être encore plus néfaste que la première fois. Parce que au début, si je suis blessé, comme un joueur, je garde espoir. OK, bien, ça devrait être correct, c'est pas trop long, je vais être correct. Mais quand c'est une deuxième, là, le doute s'installe encore plus. Oui. Là, je dis, hey, là, attends, cette blessure-là, je vais-tu en revenir à 100% ou je ne serai pas capable? Et là, les conséquences psychologiques sont encore plus grandes. Donc, vraiment important, je dis comme Gordon, là, 1, consultez rapidement, 2, faites-vous traiter, puis allez au fond des choses. Ne revenez pas ni dans le monde du travail, ni dans le sport, tant que vous ne soyez pas à 100%, sinon les risques sont plus grands. Parce qu'il y a des bons employeurs qui vont rassurer leurs employés en leur disant « prends le temps qu'il faut ». Il y en a d'autres qui sont un peu plus pressés concernant la main-d'œuvre. Dans le sport, c'est un peu une réalité aussi. Oui, mais on les traite rapidement, puis on veut qu'ils reviennent rapidement, mais on en a vu beaucoup des gens dans le monde du sport qui sont revenus trop rapides d'une blessure, puis ils se retrouvent à prolonger la blessure où c'est interminable. Puis on en voit malheureusement beaucoup trop nombreux aussi. Ah, puis revenir au travail trop tôt peut engendrer une aggravation ou une rechute récidive et aggravation de la personne et faire en sorte qu'à ce moment-là, la première fois, ça aurait pris plus son temps avant de revenir. Elle était capable de refaire son métier prélésionnel. Mais avec une deuxième aggravation récidive, ben là, elle a un problème majeur, elle n'est plus capable de le faire. Fait que vaut mieux prendre son temps. L'humain apprend par ses erreurs. À l'occasion. Exact. Merci, messieurs. Merci. Toujours un plaisir. Oui. Quant à vous, on attend vos suggestions, commentaires sur melintv.com. Vous pouvez consulter notre plateforme YouTube. Bonne semaine!